Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je me présente, je suis Laurence Brunel, directrice pédagogique d'ISIS. Je suis moi-même infirmière de profession et j'ai d'ailleurs été libérale pendant 13 ans. Puis j'ai bifurqué vers la formation depuis bientôt 15 ans. Donc nous sommes ensemble pour 1 heure. Ce webinaire sera composé d'une présentation de 40 minutes par notre experte, puis d'un temps réservé à vos questions. Vous pouvez d'ailleurs commencer à les poser tout de suite dans le chat situé en bas à droite de votre écran. Notre experte y répondra tout à l'heure. Une précision importante, vous recevrez par mail le replay de cet épisode. Alors, ce webinaire est le deuxième de notre saga sur l'évolution du métier d'infirmier. Ce mois-ci, nous avons choisi de vous parler des bilans de prévention. Il s'agit d'une actu bouillante et d'ailleurs, vous avez certainement reçu un mail de la caisse vous mentionnant l'existence de ce nouveau dispositif. Alors, en quoi consistent ces bilans? Qui est concerné? Et quel enjeu pour nous en tant qu'infirmiers et infirmières? Sans plus attendre, et pour répondre à toutes ces questions, je laisse la place à nos expertes et j'ai le grand plaisir d'accueillir Louise Ruiz, formatrice ISIS et spécialiste clinique, et Nathalie Barral, infirmière clinicienne et responsable pédagogique d'ISIS. Pour ma part, je vous retrouve tout à l'heure pour la conclusion. Nathalie, c'est à toi. Merci Laurence. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Nathalie Barral, responsable pédagogique chez ISIS Santé. Tout au long de ce webinaire, je noterai vos questions à destination de notre intervenante. Pour animer ce webinaire sur les bilans de prévention, j'ai le plaisir d'accueillir Louise Ruiz, infirmière spécialiste clinique et formatrice chez ISIS depuis de nombreuses années. Louise, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Un grand bonjour à tous ceux qui me connaissent, avec lesquels j'ai pu partager de grands moments en formation. Et puis pour tous ceux qu'on ne se connaît pas, bien je me présente. Je suis spécialiste clinique infirmière en libéral. J'ai un parcours également universitaire en tant que maître en santé publique, option qualitologie et épidémiologiste. C'est la raison pour laquelle depuis 2001, je suis formatrice au sein d'ISIS, aussi bien en formation DPC santé publique que dans le cadre des formations de la filière clinique, pour lesquelles j'ai beaucoup œuvré. J'ai été une parmi les infirmières cliniciennes à mettre en place le cursus de consultation infirmière en 2006, et aujourd'hui il porte ses fruits puisque dans la nomenclature on a pas mal de lettres clés qui sont en référence à la visite infirmière. Donc, ce webinaire, eh bien, c'est une immersion dans la prévention, et je vous propose un déroulé qui va nous permettre finalement à la fois d'être, en termes de sommaire, d'aller dans le contexte socio-réglementaire. Ensuite, on va aller faire un tour sur les déterminants de la santé. Quelle est la raison pour laquelle aujourd'hui on se penche sur la mise en œuvre de prévention ou de promotion de la santé? Prévention, promotion de la santé, est-ce que ce sont deux concepts similaires? Sont-ils complémentaires? La question se pose. On le verra également. Ensuite, on va faire un focus particulier sur le programme de prévention, sa partie pratique, et donc qui est composée par les bilans de prévention. Les enjeux pour notre profession, sera-t-elle vraiment, ces bilans-là seront-ils vraiment le miroir de nos consultations? Et puis pour terminer, une ou deux slides sur la partie conclusive de mon intervention. Sans plus attendre, le contexte socio-réglementaire. Donc, une prise de conscience, c'est-à-dire qu'en 2022, vous n'êtes pas sans avoir, ça vous a pas échappé, hein, le ministère de la Santé et des Affaires sanitaires et sociales est devenu le ministère de la Santé et de la Prévention, et tout cela avec son corollaire, c'est-à-dire que derrière l'impulsion de ministres, de députés, etc., assurance maladie et tout, était de mettre en place de la prévention dans le système de santé français. Et ainsi, 6 mois après, fin 2022, la première journée parlementaire sur la prévention est mise en place sur l'impulsion à la fois du président de la République et relayée par François Braun, qui était à l'époque notre ministre de la Santé. 2023, proposition d'un plan national de prévention sous forme de rendez-vous de la prévention. Alors, juste un petit mot, eh bien, à ces journées-là et tout le long, il y a eu des propositions infirmières qui ont été faites sur le plan et sur l'intérêt qui est dans la boucle les infirmiers pour la prévention. Je vous en parlerai un petit peu plus loin.
Alors, cette prise de conscience, eh bien, cela a permis de déboucher sur une proposition du PLFSS. Le PLFSS, c'est le projet de loi du financement de l'assurance maladie annuel. Et donc, en 2023, il est proposé et du coup, il devient dans la loi un financement pour l'année 2024 des rendez-vous de la prévention, qui sont le fameux programme qui fait l'objet aujourd'hui de notre webinaire. L'objectif, c'est que chaque citoyen puisse devenir acteur de sa santé, et Dieu sait si son mot sont simples à prononcer, mais très difficile à mettre en œuvre. Et comment? En ayant des leviers et en actionnant des leviers pour diminuer les facteurs de risque de pathologies telles que à forte incidence et prévalence cardiovasque, métabolique, néoplasique, infectieuse, et en améliorant le recours au dépistage à la vaccination parce qu'on a un taux qui est extrêmement bas et qui diminue régulièrement. Le déploiement début 2024, aujourd'hui, ça y est, désormais, vous pouvez, en sortant du webinaire, consulter pour des bilans de prévention. Et nous, les infirmiers, on est dans la boucle et parmi les professionnels qui ont été éligibles à ce programme. Alors, cette prise de conscience, pourquoi? Eh bien, parce que selon vous, combien de personnes sont concernées? Et là, je vous laisse la parole. Un petit sondage. Je vous invite à y répondre en quelques minutes. Selon vous, combien de personnes sont-elles concernées par le bilan de prévention? Et donc, 19 millions, 10 millions, 2000 personnes. Alors, voyons un petit peu les réponses. Alors, on a déjà 57% de personnes qui ont répondu. On va attendre encore quelques minutes, le temps que tout le monde réponde. Et puis Louise, on vous laissera nous expliquer un petit peu tout ça. « 58 personnes, 58% qui ont répondu. Louise, 19 000 personnes, à leur avis, sont concernées, éligibles au bilan de prévention. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire alors ? Ce que je peux vous dire, c'est que, alors là, je peux l'actionner, là, ouais, non. 19 millions sont concernés par par les bilans de prévention. 19 millions de personnes, France entière. Donc, on a un capital très important de personnes qui vont avoir besoin de compétences infirmières pour pouvoir avoir ces bilans. Je veux bien actionner, mais je n'arrive plus à actionner là pour passer. Est-ce que je ne peux, j'ai toujours le sondage sous les yeux. Ah, voilà. Alors, ça y est. Les déterminants, donc 19 millions qui est considérable en termes de nombre de personnes. Du coup, mais pourquoi tout cela? Mais parce que les déterminants de la santé sont assez préoccupants. Et en fait, en France, les inégalités sociales et territoriales se creusent de plus en plus, alors que notre pays est en troisième position dans le CDE en termes de dépenses de santé. Donc, on dépense beaucoup pour un niveau de santé qui est relativement bas et qui interroge sur l'efficience de notre système. Et si on éclate un petit peu cette donnée macro, eh bien, les données micro sont que les personnes les plus modestes ont une santé précaire, les difficultés d'accès aux soins, et là, je vais pas paraffer longtemps parce que l'accès aux soins, tout le monde en parle, c'est complexe. Les facteurs de risque qui pèsent extrêmement lourd sur la santé de notre population alors que la longévité augmente. Et alors, ce qui est surprenant, c'est qu'à 65 ans, moins d'une personne sur deux est en bonne santé. Et donc ça nous interroge particulièrement. Quant aux pathologies chroniques, on le sait, elles sont en évolution croissante et on le voit bien dans nos cabinets, la force que représentent et le poids que représentent les pathologies chroniques. En revanche, une attention particulière pour la population jeune.
concernés par le surpoids, la sédentarité, l'addiction, les violences, le mal-être qui est responsable de suicide et qui en est la deuxième cause de mortalité. Donc tout cela nous préoccupe et l'intérêt du programme, il est là en fait, par rapport à ces inégalités-là, comment changer la donne. Alors, le constat qui est alarmant, on peut partir du postulat que ce modèle de santé actuel nécessite une refonte. Et au niveau gouvernemental, il y a eu la création du CNR, qui est le Conseil national de refondation du système. Notre système actuel, il fait trop référence à un courant de pensée curatif, c'est-à-dire que tout est hospitalo et médico-centré et tout est organisé autour de cet axe, avec un grand déséquilibre entre la part consacrée à la promotion, à la prévention de la santé, et puis la part du curatif qui aujourd'hui est tellement prépondérante que la consommation entraîne un embouteillage de tous les systèmes de soins. Nos corridors sont complètement embolisés. La ville, pas du tout épargnée alors qu'on est dans le virage ambulatoire depuis 20 ans et qu'on approche du virage domiciliaire. Je vous l'ai écrit en rouge, la vision systémique est à développer, les systèmes les uns à côté des autres et en juste équilibre. Et nous, en tant qu'infirmiers, qu'on puisse naviguer sur des différents systèmes, aussi bien préventifs, promotionnels que curatifs. Alors du coup, pour continuer le challenge, je me suis dit que c'était important que je vous parle de la charte d'Ottawa en 86 parce que il est bon de s'inscrire dans l'histoire et de voir qu'on est quand même en 2024 et qu'on se pose ces questions-là. La charte d'Ottawa qui fait suite à la conférence d'Alma-Ata en 1978 et le livre blanc plus récemment sur la santé mondiale en 2030 qui dit « La santé est un bien public qui doit être accessible à tous ». Deuxièmement, la solidarité doit être le principe dans la construction des systèmes et que tous les progrès en matière de santé mentale profitent et protègent la population entière. Notre système de santé étant orienté principalement vers le soin curatif, il devient urgent d'y adosser un modèle préventif concret. La source, ça a été le colloque infirmier d'Auvergne-Rhône-Alpes de notre URPS en octobre 2023, qui a fait des propositions de plans de prévention dont les lignes, la silhouette du programme, là où on a les bilans de santé, correspond à ce que l'on a proposé. Du coup, par rapport à ce challenge, eh bien, se pose la question des facteurs salutogènes. On sait qu'aujourd'hui, les conditions de vie pèsent pour 80% dans l'état de la santé des individus. Donc, 80% conditions de vie, conditions d'habitat, conditions de vie au travail, conditions de vie estudiantine, conditions de vie scolaire, etc., etc. Et donc, ces conditions de vie qui devraient être des facteurs salutogènes doivent intéresser aussi bien toutes les politiques publiques pour des lois qui permettent l'accès à des conditions de vie satisfaisantes, mais la démocratie sanitaire, c'est-à-dire élever le niveau de connaissance de la population pour qu'elle puisse prendre des décisions et s'impliquer là-dedans, la création de milieux salutogènes. Et en ce qui nous concerne, nous les infirmiers, c'est de rééquilibrer pour réorienter en partie nos services de soins vers la santé et particulièrement amener les populations à acquérir ou à maintenir ou à renforcer des compétences psychosociales aussi bien individuelles, familiales que sociales. Et du coup, par rapport à ces facteurs salutogènes, on vient faire un tour entre prévention et promotion de la santé et on voit que la prévention, elle est axée sur la maladie, alors que la promotion est plus axée sur la santé globale. Les deux sont un couple indissociable, forment un couple indissociable, très complémentaires les uns des autres. Alors une slide, je vais vous la commenter assez rapidement. C'est vrai qu'en formation, on la développe énormément et on la décrypte comme un scan, mais d'une manière un petit peu échographique, c'est-à-dire un petit peu plus sommaire. On a les 4 niveaux de prévention, la prévention primaire 1 et 2. Cette prévention 1 et 2, on va plutôt prévoir d'avoir une action sur l'incidence des maladies, éviter qu'elles se produisent, notamment il y a la vaccination, mais il y a également tous les conseils de santé, le PNNS, mais également sortez couverts, etc. Le PNS qui est le plan national Nutri-Santé, et puis la partie secondaire de la prévention qui est plutôt tout ce qui est recours au dépistage. Là, on est sur une population saine,
À partir de la prévention tertiaire et quaternaire, on est sur un public déjà affecté d'une maladie. En tertiaire, on va éviter l'invalidité liée par la survenue de maladies associées à la maladie primaire. Et la quaternaire, on est plutôt sur un public polypathologique, par conséquent polymédiqué, et la surmédicalisation qui aujourd'hui est responsable de fragilités importantes telles que et qui entraîne de la dénutrition, de la chute, de l'escarisation, de l'alitement et de la perte d'autonomie. Vous voyez que finalement, ces trois carrés, hein, non plutôt rectangles, ils sont de la même grandeur que la dimension curative, pour dire que finalement, dans cet ensemble-là, la dimension curative, elle est présente, mais elle n'est pas prépondérante. Par contre, seront prépondérants l'individu dans une approche globale, certes biologique, ici, mais psychosocial en promotion de la santé. Et puis, tout à l'heure, on a vu que les modes de vie avaient une incidence très importante sur le niveau de santé de la population. Ben, l'environnement, en fait, qui chapeaute et qui est le vrai influenceur de la santé de notre population. Alors, si on va un peu plus loin, eh bien, ce concept-là, si on fait un tableau, eh bien, la prévention, vous voyez, elle est plutôt en direction d'une diminution du nombre de maladies avec des actes médicaux et éducatifs. C'est l'épidémiologie qui permet de comprendre les déterminants de santé de la population, tels que âge, décès, pathologie morbide, invalidante, le poids de décès dans une maladie. On va intervenir sur les facteurs de risque sous forme de programme. Et donc, les bilans de prévention, c'est un programme. On est là-dedans. C'est très directif, c'est-à-dire que ça nous vient du ministère et ça tombe et c'est sous forme de filière. C'est à court terme. Et puis, la promotion de la santé. Tout à l'heure, je vous avais dit que c'était un couple indissociable. Et bien, pour nous, les infirmiers, on se sert de l'épidémiologie pour faire de la prévention par rapport aux maladies, mais on va s'intéresser à la santé globale de notre population. Où le maître mot serait est-ce que la personne a du bien-être? On est sur les soins de santé primaire, avec plutôt une intervention qui est de type horizontal, transversale, participative, c'est-à-dire que les personnes en sont actrices. Forcément, elle a une incidence à long terme puisqu'elle intervient sur les comportements des individus. L'intérêt, c'est le bien-être. Le pouvoir sur sa vie, reprendre le contrôle. Le pouvoir sur sa vie, on est sur le concept de l'estime de soi et la qualité de vie. Participation de la communauté et acquisition de compétences psychosociales par l'éducation à la santé. Alors, ça, c'était pour vous expliquer finalement la complémentarité entre la prévention et la promotion, qui nous amène tout simplement à voir que la santé globale, très partie prenante de la carte d'identité de la personne, hein, qui a en elle tous ses facteurs génétiques, mais ses facteurs également comportementaux et particulièrement, vous voyez, le cercle est hyper important, les modes de vie qui, eux, interviennent pour 80% dans le gradient de niveau de santé de notre population. Alors, les facteurs salutogènes devient un vrai challenge pour nous. Réaliser des actes de prévention pour augmenter le niveau de santé d'une population, à la fois la prévention primordiale qui veut dire éradiquer les facteurs de risque, c'est un vrai défi pour nous et pour les autres professionnels de santé, mais particulièrement les infirmiers, et puis favoriser des conditions de vie et des comportements individuels qui vont être favorables à la santé pour glisser de l'éducation à la santé qui est plutôt préventive à celle pour la santé qui est plutôt promotionnelle. Du coup, donner de l'information aux personnes qui va augmenter la littératie, les orienter dans les corridors extrêmement complexes de notre système de santé et les suivre pour baliser des parcours de santé et faire des points d'étape avec elles, ce sont des infirmières à développer. Alors, toujours ces facteurs salutogènes, eh bien, les conditions de vie, je vous le rappelle, 80%, il faut se le dire, effectivement, en sortant de ce webinaire, vous allez le retenir. Et nous, les IDEL, complètement concernés. Pourquoi? Parce que l'association des infirmiers éclaireurs en Auvergne-Rhône-Alpes, en septembre 2019, a mis en évidence que 20% de l'activité des infirmiers aujourd'hui, libérale, est en rapport avec des sollicitations au premier recours
par la population qui les appelle directement, alors que dans la nomenclature, on n'a pas de visite en premier recours, en tout cas pas jusqu'à présent, pour des avis, des conseils, des comptes à tenir, des accidents et des problèmes médicaux. Donc 20% alors que la nomenclature ne le prévoit pas. Et puis, pendant la Covid, les infirmiers se sont distingués en démontrant qu'ils sont véritablement des agents de la prévention et ont ainsi exercé la prévention au cœur des familles et donc dans une approche populationnelle, VDSI, l'aller vers les vaccinations, etc., etc. Donc, nous nous distinguons dans notre capacité à embrasser la prévention qui en est vraiment une de nos activités ou une de nos compétences particulières. Alors, du coup, les bilans de la prévention, de quoi s'agit-il? Eh bien, le bilan de la prévention, c'est aborder les habitudes de vie de la personne, donc mode de vie, identifier les facteurs de risque, donc prévention, quasiment également, on peut être également à l'initiative de constater des signes inauguraux d'une maladie, de réaliser des dépistages ou de les orienter vers les personnes qui ont la compétence d'en réaliser et bien entendu d'aller regarder l'historique vaccinal de la personne et voir si ces individus ont une couverture vaccinale telle que les recommandations le prévoient. Et puis ensuite, de co-construire avec la personne un plan personnalisé de prévention qui fait appel aux 3P, PPP. De réaliser un suivi, je vous l'ai mis en noir, pour la bonne raison, c'est que le suivi n'est pas prévu, on est sur du one-shot. Néanmoins, on pense que le suivi paraît indispensable à ce bilan. Du coup, repérage, dépistage, plan de prévention personnalisé et suivi, c'est finalement le bilan de prévention tel qu'il nous a été préparé par le ministère. Alors, une consultation en 3 étapes. Tout d'abord, repérage des facteurs de risque. Et là, vous, l'infirmier, avec le patient, repère les facteurs de risque. 3, le patient ou la personne priorise le facteur de risque sur lequel elle veut agir. Et ensuite, le nous, personne et infirmier, rédigeons le plan personnalisé de prévention. Donc, on est vraiment dans une construction. Les bilans de la prévention, comment s'articulent-ils? Eh bien, tout d'abord, c'est une consultation unique d'individus concernés par les 4 tranches d'âge. Donc, on voit bien qu'on n'a qu'une seule consultation. C'est une démarche volontaire, elle n'est absolument pas obligatoire. Donc, ça veut dire qu'il va falloir qu'on communique. Durée moyenne d'une consultation, elle est estimée pour des personnes qui sont aguerries aux communications et aux entretiens consultatifs à 30 minutes. Elle peut aller au-delà si on n'est pas très à l'aise avec les guides d'entretien. La prise en charge par l'assurance maladie, elle est à 100% avec un tiers payant obligatoire. Les honoraires, quel que soit le professionnel, sont de 30 €, pouvant être associés à taux plein à un acte vaccinal. Donc, évidemment que pendant cette consultation, le fait de réaliser un rappel ou un rattrapage vaccinal échappe à la règle de 11B de notre nomenclature et vient s'associer à taux plein aux 30 €. La lettre clé pour nous, les infirmiers, pour pouvoir envoyer à l'assurance maladie et percevoir nos honoraires pour le bilan de prévention, c'est le RDI. Alors, cette prévention, comment va-t-elle se mettre en place? Eh bien, l'objectif premier, c'est que le patient s'auto-administre un questionnaire et qu'il réponde lui-même à ce questionnaire et qui va relater finalement les modes de vie, etc., s'il a des traitements, enfin, la biographie de la personne. Lorsque la personne se présente à vous, vous allez dérouler avec elle l'auto-questionnaire, identifier avec elle les soins de santé primaires, les repérages de facteurs de risque par rapport à l'âge, ensuite voir avec elle sur quels facteurs voudra-t-elle interagir. À partir de là, co-construire un plan personnalisé de prévention. Et ensuite, on envoie cette information au médecin traitant. La base de cette relation, la base relationnelle, se fait sous forme d'entretien motivationnel de préférence pour que ce ne soit pas une injection, mais une vraie participation de la personne à son parcours de santé. Les bilans de la prévention, avec qui?
eh bien, 4 professions ont été désignées pour pratiquer ces consultations: les infirmiers libéraux, les médecins généralistes, les sages-femmes, les pharmaciens d'officine de ville. Donc, 4 professions. Nous, les infirmiers libéraux, je pense qu'on est vraiment dans cette approche clinique. Les médecins généralistes ont peu de temps, mais voir. Les sages-femmes, elles nous ont dit qu'elles vont plutôt s'intéresser aux femmes. Et les pharmaciens, ben, c'est à voir parce que le bilan de prévention ne s'improvise pas. Il y a tout un apprentissage de l'entretien motivationnel. Alors, les bilans de la prévention, pour qui? Alors, un petit sondage, effectivement. À votre avis, quelles sont les tranches d'âge retenues comme cible des bilans de prévention dans le bilan de prévention? Et là, vous avez plusieurs tranches d'âge. Alors, nous voyons que vous commencez déjà à répondre. Ah, ça se dessine. On va attendre quelques minutes. Vous êtes à peu près 25% à répondre là. Allez-y, on vous laisse encore quelques minutes. Allez, un petit sondage qui réveille comme ça. En postprandial, c'est salutaire. Alors, voyons un petit peu. Louise, on vous laisse nous expliquer tout ça. Alors, eh bien, est-ce que je peux aller à la slide suivante, Pascal, s'il vous plaît, parce que je ne peux pas de mon côté. Oui, elle va. Ah, voilà, ça y est. Alors, du coup, eh bien, la population cible, on est sur les 18-25 ans, 45-50 ans, 60-65 ans, 70-75 ans. Voilà, on a 4 tranches d'âge et ces 4 tranches d'âge, si les personnes se situent entre 18-25, 45-50, 60-65, 70-75 ans, sont éligibles au bilan de prévention. Alors, les 18-25 ans ont été interrogés sur de quoi ont-ils besoin, sur quoi ils aimeraient qu'on agisse en prévention, en promotion de la santé. Ils ont répondu: on souhaiterait qu'on puisse avoir un bien-être mental, une qualité de sommeil satisfaisante, plus d'activité pour une meilleure forme physique, manger plus équilibré et maîtriser la consommation d'alcool et le tabac. Les 45-50 ans ont mis en évidence que l'intérêt pour eux, c'était l'activité physique, l'alimentation, le sommeil, la gestion du stress en milieu professionnel. Et au même titre de priorité s'ajoutent dépistage et prévention des maladies cardiovasques et cancéreuses. 60-65 ans, l'activité physique, elle est mise en avant, mais adaptée à leurs conditions physiques. L'alimentation, bien sûr, le sommeil, et s'ajoute également comme priorité prévention et dépistage des maladies cardiovasques, cancer, et également ici, en plus des 45-50 ans, commencent à se préoccuper, les personnes commencent à se préoccuper sur la survenue de maladies neurodégénératives. Et pour les 70-75 ans, même préoccupation que la tranche d'âge précédente, avec des interrogations qui sont sur le sujet de l'isolement, l'impact du bien-être mental et social et le maintien de l'autonomie. Voilà, donc vous voyez bien, en termes de promotion de santé, on a un travail en consultation particulièrement important et très large. Du coup, ces bilans de prévention, avec quels partenaires? Eh bien, une partie très importante prenante est l'assurance maladie. Comment participe-t-elle à tout ça? Tout d'abord, elle pousse l'information par l'envoi d'un courrier explicatif et nominatif à chaque personne cible dans les tranches d'âge, assorti d'un auto-questionnaire de santé. Et cet auto-questionnaire, il est disponible également sur mon espace santé. Elle, dans un courrier, dans le même courrier, donc elle envoie ce questionnaire, elle donne l'explication de ses bilans et elle invite chaque personne à bénéficier gratuitement du bilan de prévention en sollicitant le professionnel de leur choix, en sachant que
dans le professionnel de leur choix. C'est les 4 disciplines que je vous ai énumérées tout à l'heure. Et elle tient à disposition un annuaire des professionnels où chaque personne peut se référer si elle n'a pas d'infirmier ou d'autres professionnels reconnus. Pour pouvoir en faire partie et apparaître dans l'annuaire des professionnels, il faut se déclarer effecteur. Et donc, chacun d'entre vous pouvez aller sur santé.fr, vous connecter avec votre carte professionnelle, aller sur l'espace professionnel, ensuite cliquer sur bilan de prévention et on vous demande de répondre à 2 questions. Effectuez-vous des bilans? Comment prendre rendez-vous? Une fois que vous avez fait cette démarche, vous êtes inscrit sur l'annuaire des professionnels. Alors, les bilans de la prévention, quelle trajectoire? Eh bien, voilà la trajectoire, hein, vue dans son ensemble. Tout d'abord, je prends connaissance de la campagne de prévention. Théoriquement, il y aurait dû avoir une campagne de prévention, mais qui tarde, qui tarde, qui tarde. Donc, pour le moment, on n'en a pas. Donc, il va falloir qu'on fasse notre propre communication pour que les personnes, elles soient sensibilisées à ces bilans de prévention. Ensuite, le patient ou la personne répond à l'auto-questionnaire qu'il s'auto-administre. Il prend rendez-vous avec le professionnel de son choix. Ici, il y a la réalisation avec le professionnel du bilan. Ce bilan qui va mettre en évidence un plan de prévention personnalisé et ensuite le patient, eh bien, il peut être orienté dans son parcours vers d'autres professionnels si besoin. Et ensuite, l'intérêt, c'est que ce plan personnel de prévention permette à la personne d'acquérir de nouvelles habitudes de santé et de les maintenir dans le temps, d'où l'intérêt d'un suivi qui n'est pas dans le programme. À partir de là, en pratique, comment tout cela se joue? Eh bien, une vignette clinique qui sera illustrative. On a Huguette, 25 ans, elle est maman célibataire, elle a un enfant de 6 ans, elle est vendeuse en boulangerie et elle a pris rendez-vous avec vous pour un bilan de prévention parce que sa tante que vous avez soignée lui a remis un flyer que vous lui avez donné sur les bilans de prévention à l'occasion d'un soin particulier que sa tante avait eu besoin. Et donc, du coup, lors du rendez-vous, elle est revenue avec, elle arrive avec son auto-questionnaire et lors de l'entretien, eh bien, vous avez un recueil de données structuré qui vous permet d'avoir un guide d'entretien suffisamment ordonné pour pouvoir mener cette consultation. Et du coup, vous relevez que elle a une obésité modérée, comme antécédent familial mère et père, l'une obèse, l'autre hypertendue. Huguette est tabagique active et a des partenaires occasionnels. Au plan traitement, aucun. Par contre, elle est porteuse d'un stérilet et elle n'est pas à jour au plan vaccinal. Et puis, elle vous dit qu'elle est fatiguée d'être en échec des régimes alimentaires, qu'elle s'impose. Elle déclare faire le yo-yo. Il en est de même pour ses tentatives de sevrage tabagique. Et du coup, elle est inquiète que vous venez de lui apprendre qu'elle n'est pas à jour de ses vaccinations. Elle vit seule avec sa fille, dont elle a la charge complète. Elle a le total soutien de sa famille, parents et sœurs, et n'a plus de contact avec le père de son enfant. Et elle formule le souhait d'être conseillée et suivie par un professionnel de santé. Du coup, si on se réfère au bilan de prévention, tout d'abord, donner un flyer à votre patientèle est un premier niveau d'information qui va permettre comme ça d'ouvrir et de sensibiliser et de propager la communication. Deuxièmement, planifier des plages de consultation, c'est-à-dire de organiser au sein de vos cabinets des plages ou des temps consultatifs va être très important parce que quand les personnes vont appeler, il va bien falloir donner des rendez-vous et si vous vous désorganisez, la charge de travail sera telle que ça sera plus du tout plaisant et donc la réorganisation en amont avec des journées de consultation, des demi-journées et des plages consultatives est hyper importante. Accueillir les personnes et lire ensemble l'auto-questionnaire. Ensuite, la consultation en elle-même, c'est accueillir les personnes et lire ensemble l'auto-questionnaire afin de repérer ensemble les facteurs de risque, demander à la personne quelles sont ses priorités, partir de ses priorités, tout en prenant en compte ses attentes et ses freins, retenir un ou deux objectifs décidés par la personne et planifier des actions en référence au PPP.
Si possible, planifier à distance une consultation de suivi. Celle-ci, elle n'est pas honorée dans le cadre des bilans de santé, donc elle sera à la charge de la personne. Là, je vous montre une fiche d'aide au repérage des risques, hein. Donc, ce sont des documents qui ont été déjà préparés dans le cadre du guide d'accompagnement pour les bilans. Et donc, vous voyez qu'on a différents items avec la situation personnelle, l'environnement, la situation familiale et puis tous les facteurs de risque. Le PPP, à partir de là, eh bien, nous allons faire le plan personnalisé de prévention du Huguette. Tout d'accord, Huguette dit, ben moi je veux commencer par le sevrage tabagique parce que c'est plus facile, parce que étant vendeuse en boulangerie, j'ai le sous le nez des pâtisseries tout le long de la journée et je pense que je ne serais pas capable de commencer par diminuer mes apports alimentaires. Donc elle commence par le sevrage tabagique. Ses freins, c'est les échecs antérieurs qui lui font peur. Et nous, bien, pendant la consultation, on va faire le test de Fagerström pour voir le niveau de dépendance de la personne. On a une fiche ASS qui est l'idéal, qui permet d'aller avoir une conduite hein, dans l'art de s'entretenir là-dessus. Et puis, on va valoriser la démarche. Et puis, en termes de ressources, on va orienter cette personne vers un infirmier qui est expert en tabacologie. Rien de tel qu'il va falloir, et je pense que ça sera pertinent pour nous tous, de nous reconnaître les uns et les autres sur nos expertises professionnelles en tant qu'infirmiers et pouvoir aussi en deuxième ligne nous faire de l'adressage de personnes. Louise, excusez-moi, Louise, je vous coupe. Voilà, nous avons plus que quelques minutes avant de commencer aux questions. Voilà. Je me dépêche. Du coup, voilà, je vous laisse continuer la présentation. Merci. Ensuite, c'est revoir ma vaccination, peur des microbes, peur des maladies neurodégénératives, revoir le carnet, le schéma vaccinal et faire la vaccination si besoin, et puis expliquer les IST et pourquoi pas orienter vers des personnes qui peuvent faire des vaccinations. Je rappelle que Huguette est là des relations un peu non constantes avec le même partenaire. Et voilà un PPP, la forme qu'il prend. Ensuite, eh bien, la promotion de l'absenté, ben, je réinsiste, hein, repérage, dépistage, plan de prévention et suivi, tout ça en une seule consultation. Et les supports qu'on a à notre disposition, c'est le livret d'accompagnement, les fiches thématiques, l'auto-questionnaire, les fiches de repérage et PPP que je viens de vous présenter et l'annuaire national. À partir de là, quels sont nos enjeux? Eh bien, tout d'abord, une remarque de taille, toutes les professions sont médicales sauf la nôtre. Et nonobstant, nous nous sommes hissés parmi les premières. Cela ne doit rien au hasard parce que tous les dossiers que nous avons fait remonter au ministère pour que nous soyons reconnus dans la prévention, eh bien, sont issus et prennent appui sur nos théoriciennes infirmières qui ont parlé des autosoins, de l'éducation thérapeutique et de la santé publique. Historiquement, la discipline infirmière s'est vouée à la santé publique comme les infirmières visiteuses, par opposition aux infirmières hospitalières, qui dépistaient les cas de tuberculose et les orientaient vers les sanatoriums, donnaient des conseils en matière de santé, ne se substituaient pas, mais donnaient des conseils et apprenaient les bons gestes et les bons choix à faire. Le tout pour diminuer la mortalité infantile à l'époque. Donc, du coup, les infirmiers sont depuis toujours très très présents dans la prévention primaire, favorisent la couverture vaccinale, donnent des conseils de santé et ont un focus distinctif dans l'approche globale de la santé. Les infirmiers actuels, fort maillage territorial, on va à domicile, on est les seuls, forte confiance de la population, et puis l'OMS, elle dit qu'on a une force d'organisation en équipe, puisqu'on en est des chefs de file. Et effectivement, à domicile, on le voit bien. Du coup, les IDEL actuels sont en contact constant avec les familles. De ce fait, ils peuvent avoir aussi bien une approche populationnelle avec les bilans de prévention qu'une approche individuelle pour les remettre dans un parcours de soins si besoin et les suivre individuellement. Les enjeux,
premier recours, soyons au rendez-vous, parce que sinon peut-être on ne nous en confiera pas d'autres si on n'est pas suffisamment, si on montre pas qu'on en est capable. Capitalisons une patientèle qui n'est pas forcément malade, puisqu'en prévention primaire, les gens sont pas forcément malades. Distinguons-nous dans l'art de prévenir et de dépister. Modernisons nos cabinets, émancipons notre pratique et rendons notre quotidien plus attractif. Et il me semble qu'à chaque rencontre au sein de notre patientèle, elle doit être l'occasion de proposer un bilan de prévention dès qu'on est dans les tranches d'âge prévues. Alors, toujours actuellement, 2 habilitations en 2023 nous ont été accordées. La réalisation des bilans pour lequel ce webinaire est consacré et la prescription des vaccins. Ces 2 compétences se rejoignent et sont particulièrement imbriquées l'une et l'autre. Pendant la séance de prévention, je peux faire un bilan sur l'historique vaccinal de la personne. C'est le vrai duo gagnant. Et du coup, en utilisant ces 2 nouvelles compétences du rôle propre, à la fois on majore les soins de santé primaires, on contribue visiblement au maintien de la santé parce que tout ça va être tracé avec les lettres clés, on va former la population à consulter les infirmiers en direct sans passer par un médecin, on se positionne socialement et on apporte un système à focus ouvert et promotionnel. Cela nous amène à dire, eh bien actuellement on est plutôt focus curatif très médico-centré, eh bien on va plutôt partir sur un focus plus ouvert, où là on est en interdiscipline et où l'infirmier diagnostique des diagnostics infirmiers au lieu d'être tout le temps en diagnostic médical. Alors, conclusion, les consultations infirmières au service des compétences en prévention, bien oui, ce plan bourse la prévention en intersystème, il est une chance pour notre pays, réalisable par les infirmiers, innovant, concret, faisable immédiatement, disponible dans tous les territoires, nécessaire en termes de gains de santé publique et peu coûteux. Ces bilans sont entièrement pris en charge par l'assurance maladie. Alors, je reviens sur les 19 millions de personnes habilantées. Les IDEL couvrent tous les territoires français quasiment, sont le dernier soignant à domicile en tant que chaînon de la santé publique, ont la confiance de la population. L'IDEL est l'acteur principal et indispensable pour développer cette culture de prévention et de promotion, pour diminuer considérablement les inégalités sociales et surtout réinventer et valoriser les services de santé, notamment infirmiers. 19 millions de personnes habilantées, eh bien, je peux vous le dire, vous pouvez désormais dire à la population de pousser directement à la porte de votre cabinet afin de bénéficier des consultations infirmières pour donner des bilans de santé et non, pour réaliser, pardon, des bilans de santé de prévention, donner des conseils en matière de santé et de vaccination, de prescrire en matière de santé et de vaccination et co-construire un plan personnalisé ou un parcours personnalisé de prévention. Du coup, je terminerai mon intervention où je dis, ensemble, relevons les défis que l'on nous tend et allons bien plus loin encore. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Merci beaucoup, Louise, pour cette intervention très riche. Je vous rappelle que nous avons donc 2 formations qui sont en lien avec les bilans de prévention, la prescription vaccinale, bien entendu, mais également la formation consultation infirmière, où là, vous allez avoir des outils pour mener un entretien motivationnel, pour pouvoir mettre en place un plan personnalisé de soins. Tout de suite, Louise, on passe aux questions. Donc, j'ai identifié quelques questions qui semblaient très importantes pour les personnes qui suivent le webinaire. Donc déjà, première question, quel document est envoyé au médecin traitant après avoir fait le bilan de prévention ? Alors, au médecin traitant, le PPP serait à envoyer, mais attention, sur messagerie sécurisée ou à déposer sur mon espace santé. Hors de question d'envoyer ce document par email, hein. Donc, que messagerie sécurisée et on envoie le PPP. Ok, très bien. Deuxième question, est-ce que les remplaçants peuvent réaliser ces bilans de prévention ? Ah ben bien sûr, à partir du moment où ils vous remplacent par rapport à toutes vos compétences et donc peuvent s'intégrer, réaliser des plans, des bilans de prévention. Très bien, Sans merci. souci. Comment savoir si un patient a déjà eu un bilan de prévention ? Ah là, il suffit de lui le demander. Et s'il ne le sait pas ou s'il ne se rappelle pas ? Est-ce qu'il y a un endroit où on peut savoir s'il a déjà fait son bilan de prévention ?
Alors, il faudra se mettre en contact avec son médecin traitant. C'est lui qui D'accord. théoriquement va avoir va concentrer, hein, va concentrer. Et c'est le médecin traitant. Alors, je voudrais faire une intervention. Le médecin traitant n'est pas forcément le médecin généraliste. Ça, j'insiste parce que c'est assez confus. Un médecin traitant, c'est celui qui compile et qui coordonne tous les éléments qui contribuent au dossier médical du patient. Donc, ça suppose que le patient va désigner son médecin traitant. Dans 90% des cas, c'est le médecin généraliste, Oui. mais il peut tout à fait désigner un cardiologue, un psychiatre ou un pneumologue, un spécialiste. Donc, il faut bien demander au patient quel est son médecin traitant et questionner le médecin traitant. D'accord. Est-ce que les bilans de prévention sont cumulables avec d'autres actes? Alors, nous avons vu avec l'acte vaccinal, mais est-ce qu'il peut être cumulable avec le BSI, par exemple? Non, non, D'accord, non. ça peut pas être Il n'est cumulable. il n'est cumulable qu'avec l'acte vaccinal. D'accord, très bien. Beaucoup de personnes se demandent comment communiquer autour d'elles par rapport au bilan de prévention. Alors, il serait bon effectivement d'utiliser des affiches au sein du cabinet, des flyers hein, que vous pourriez remettre à toute votre patientèle. Et de fil en aiguille, vous savez que la patientèle, elle va la redonner à tout son réseau. Rapprochez-vous de vos URPS. Je pense qu'il y a des URPS qui ont déjà préparé des flyers. En Auvergne-Rhône-Alpes, notre URPS a préparé tout cela. Et d'ailleurs, le colloque de 2023 portait sur la prévention et le présent la proposition du programme de plan de prévention dont le ministère s'est inspiré pour ses bilans de prévention. Et nous avons déjà et à la fois préparé des affiches pour la prescription vaccinale et également pour les bilans de prévention ainsi que des flyers. Donc pour toute la population d'Auvergne-Rhône-Alpes, appelez l'URPS infirmier. Il vous en D'accord. procurera. Et Louise, est-ce que donc le document de plan personnalisé est un document qui est téléchargeable sur le site de Amélie ou c'est un document que les infirmiers doivent créer? Ah non, 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 il fait partie des documents de support qui ont été Qui ont créés déjà hein, été pour qu'ils créés? soient D'accord. homogènes. Oui. Et ce PPP, il est consécutif au document que je vous ai montré, qui était celui sur le repérage, la fiche d'aide au repérage des facteurs de risque. D'accord. Absolument. Est-ce que Et bon, d'ailleurs, oui, je crois que sur le chat, nous allons mettre un lien pour aller directement sur ces documents-là. oui, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Dernière question, Louise. Comment est-ce qu'on peut voir la complémentarité avec les infirmières azalées, les infirmières en pratique avancée et aujourd'hui la consultation avec ces bilans de prévention? Eh bien, la complémentarité, c'est nous qui devons la créer en fait, parce que les azalées sont plutôt dans une démarche éducative, thérapeutique, donc elles sont déjà sur un public malade. Alors que là, les bilans de prévention sont plutôt pour tout public, hein, non malade et malade. Donc on a déjà là une marque, une démarcation, mais la complémentarité, elle est là, c'est-à-dire qu'elle est en plus. Et rien n'empêche, par exemple, un infirmier libéral pour la suite d'adresser à la collègue azalée, si nécessaire, ou le médecin avec lequel elle travaille. Les IPA, ben les IPA, c'est comme le médecin. Hein. Moi, demain, l'infirmière l'infirmière en pratique avancée qui travaille avec en coordination avec tel et tel médecin sera forcément destinataire, puisque le médecin traitant va le mettre sur le dossier médical. Et j'ai presque envie de dire, j'espère que très prochainement, notre ministre, on puisse écrire l'intérêt de l'infirmier référent, parce que ça pourra être l'infirmier référent qui va faire ses bilans de prévention et qui pourra abonder pour pouvoir justement se coordonner avec tous les autres professionnels, et notamment les professionnels infirmiers à des degrés différents dans la chaîne de la santé. Est-ce que ces bilans de prévention, donc, Louise, peuvent être faits auprès d'une patientèle qui a déjà des soins? Et donc, dans ce cas-là, on nous pose la question, si un patient a déjà un BSI matin et soir, comment est-ce qu'on peut facturer, du coup, le bilan de prévention? On ne peut pas vous avez dit, on ne peut pas le cumuler. Comment est-ce que on peut faire?
Alors dans ces cas-là, eh bien, il y aura un bilan de prévention le jour où vous allez faire le bilan de prévention. Eh bien, il va se substituer au Au BSI. BSI. D'accord, En ok. termes de, en termes de facturation, j'entends bien. En termes de D'accord, facturation, ouais. d'accord. Très bien. Voilà, je crois que nous avons fait à peu près le tour des questions qui avaient été posées. Une autre question que je vois qui vient de passer, donc est-ce que le bilan peut être renouvelé par tranche d'âge? Est-ce que chaque année Oui. les personnes vont recevoir en fait une autre ordonnance entre guillemets? Alors, d'abord, c'est pas une prescription, c'est Oui, pour ça qu'on est en premier recours, hein. C'est un courrier incitatif par l'assurance maladie, au même titre que l'assurance maladie envoie des courriers pour les dépistages mammaires, etc. Elle va envoyer ce courrier, il n'y a pas d'ordonnance, c'est pas une prescription médicale, on passe pas par un médecin forcément. C'est qu'une seule fois lorsqu'on est dans une tranche d'âge, c'est-à-dire que la tranche de 18-25 ans, j'ai 20 ans, j'y ai droit qu'une fois. Ensuite, il faut que d'accord, j'attende 40-45 ans, et là, je peux en avoir encore une autre, etc., d'accord. etc. Ah oui, Mais c'est une amorce, hein, c'est une oui, amorce de prévention. Et j'aurais oui. presque envie de dire, nous, les infirmiers, il faut qu'on se distingue et qu'on démontre à quel point nous y sommes, parce que honnêtement, tout ce que j'ai écrit là et tout ce que je vous ai noté sur la fiche de repérage, les conseils, etc., c'est des éléments qui tous les jours nous chargent et qui augmentent notre charge de travail journalière. Eh bien, il nous manque juste à les formaliser. Donc, je vous invite vraiment à y consacrer un temps, de le formaliser. Il est honoré et en plus, on démontre qu'on est des acteurs de santé publique au même titre que les fameux docteurs. Eh oui, tout à fait. Et est-ce que ces bilans de prévention peuvent être facturés à domicile ou est-ce que c'est un acte à faire plutôt en cabinet? Bah, honnêtement, ça a pas été noté, ça, mais à partir du moment où un patient qui a 72 ans, qui a une mobilité très réduite et qui peut pas venir au cabinet et qui va à nécessiter ces bilans de prévention, je pense que nos 2,75 €, on pourra les noter. D'accord, très bien. Et Je pense que oui. une fois qu'on a fait un petit peu le bilan avec le patient et qu'on a élaboré son plan personnalisé de soins, donc j'ai bien compris que donc on allait faire une transmission au médecin traitant du patient, mais est-ce qu'on peut orienter directement le patient vers un autre professionnel? Ah oui, bien sûr, bien sûr. D'accord, Le médecin traitant, c'est pour que dans le cadre du dossier médical, ça soit tracé et que, eh bien, toutes les personnes qui auront accès au dossier médical auront cette connaissance-là. Maintenant, si vous le déposez sur mon espace santé, il n'y a pas besoin de l'envoyer au médecin traitant, il aura accès à mon espace santé du patient, ça peut être directement, et tous les professionnels dont le patient aura donné l'accès à mon espace santé auront cette information et bien entendu que l'orientation, on peut faire une orientation vers tout professionnel, professionnel de santé, mais professionnel social. S'il a besoin d'une assistante sociale, on peut l'orienter vers l'assistante sociale. On peut l'orienter vers les centres d'examen de l'assurance maladie parce qu'il peut bénéficier comme ça d'examens gratuits. Mais on peut également, messieurs, dames, si nous, en tant qu'infirmiers, on développe des consultations infirmières, par exemple en nutrition, des consultations infirmières dans la gestion de la douleur, dans la gestion du stress, etc. On peut aussi s'orienter le patient en aval dans nos propres consultations. Donc en fait, tout est à créer, tout est à mettre en place. On est vraiment à la genèse du parcours de santé du patient. d'accord. Très bien, merci Louise pour toutes ces réponses à toutes ces questions. Voilà, c'est vrai que c'était très très riche comme intervention. Merci. Euh, je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, je crois qu'il y avait quand même une dernière question, Louise. Est-ce que le bilan de prévention fait redite avec le programme ICOP? Et non, et non, et non, il ne fait pas redite parce que le programme ICOP, c'est pour des personnes qui sont âgées dans le cadre de la prévention ou de la détection ou du repérage de la fragilité.
Alors que là, les bilans de prévention portent tout âge. Là où par contre on peut se croiser, c'est sur les personnes fragiles 60-65 ans, si elles le sont, ou vulnérables, ou les 70-75. Et ce qui peut être intéressant, c'est de faire un bilan de santé et ensuite suivre le patient dans le cadre de l'ICOP, s'il y a des consultations infirmières, pour pouvoir avoir ce fameux suivi qu'on n'a pas dans ce programme-là. Au contraire, on a intérêt à trouver des passerelles comme ça, hein, et c'est l'ingéniosité des infirmiers qui va faire cela. On va travailler sur des corridors qui n'existent pas aujourd'hui. Ok, très bien. Donc, il y a un véritable enjeu à se saisir, Ah en oui, tout cas, de cette opportunité pour les infirmiers, parce qu'en effet, et je répète ce point qui est quand même capital, c'est que vous n'avez pas besoin de prescription médicale pour pouvoir réaliser ces bilans de prévention. Donc, vous pouvez être sollicité par les patients, direct par les personnes, parce que ce ne sont pas des patients, mais des personnes qui ne sont pas nécessairement malades. Donc, vous pouvez être sollicité par ces personnes-là et enclencher un bilan de prévention que vous facturez ensuite à la caisse sans avoir besoin de prescription médicale. Donc ça, c'était quand même un point important. Et puis, c'est une manière d'exercer autrement, avoir effectivement, comme vous le disiez, Louise, une activité, une fraction de son activité consacrée à la consultation dans le cadre des bilans de prévention. Eh bien, c'est quand même intéressant, effectivement, pour l'activité d'une infirmière libérale. Alors, je, oui, juste Louise. une seconde, Laurence. Je voulais juste ajouter le fait que aujourd'hui, nos cabinets sont souvent fermés. Eh bien, c'est l'occasion qu'ils soient ouverts et que les patients, les personnes, y trouvent là vraiment un centre de santé, que le cabinet devient un vrai centre de santé. Et comme on a ces bilans, eh bien, on reste pas au cabinet à se tourner les pouces ou juste pour une prise de sang. Là, vous pouvez remplir votre carnet d'adresses et faire en sorte de rester au cabinet au moins 2 ou 3 demi-journées ou plus. Là, c'est vous qui le déciderez. Mais au moins, une personne, quand elle poussera la porte du cabinet, elle sera ouverte. Absolument. Et puis le temps de ces consultations, parce qu'il y avait un petit commentaire, voilà, mais il faut beaucoup de temps pour remplir un bilan de prévention. On dit On est 30 aguerri. minutes, c'est peut-être un peu juste, etc. Alors effectivement, quand on n'est pas structuré, quand on n'est pas formé, etc., ça peut être un peu long de réaliser ces consultations. On peut se laisser dépasser. En étant correctement formé, on apprend justement à structurer sa consultation pour réaliser un bilan de prévention qui soit voilà, normaux, timé, j'allais dire, voilà, qui rentre dans un timing qui soit raisonnable. Voilà un petit peu, je ne sais pas si Louise, vous aviez autre chose à ajouter par rapport à tout ça. Je disais que l'enjeu, alors là aujourd'hui, effectivement, si on parle du timing, il est important. 30 euros, c'est quand même pas rien. C'est une belle, c'est des jolis honoraires. Néanmoins, eh bien, il faut s'aguerrir à l'entretien. Et lorsque l'on va faire une évaluation sur la biographie du patient, eh bien, on aura des outils, des guides d'entretien qui faciliteront cette prise de notes. Et ensuite, on va travailler sur 1 ou 2 objectifs de la personne et pas sur des choses dans 10 ans ou dans 20 ans. C'est à court terme, c'est immédiat, etc. Et donc, j'ai envie de dire, peut-être que la première consultation, une fois que vous aurez travaillé sur les guides d'entretien en formation, eh bien, ils vont vous permettre, vous allez passer 40-45 minutes. La deuxième, la troisième, un petit peu moins. Et lorsque vous aurez de l'entraînement, il faut un petit peu d'entraînement, 5 ou 6, 7. Après, les yeux fermés, en 30 minutes, ça va le faire. Néanmoins, si vous avez un cabinet avec pas mal de rendez-vous, eh bien, un patient qui vient avec un auto-questionnaire qu'il n'a pas rempli, vous pouvez très bien lui demander de repartir en salle d'attente pour le renseigner et pendant ce temps, vous prenez une autre personne en consultation et lui, ça lui laisse le temps de remplir son questionnaire. Donc, j'ai envie de dire, on est sur une autre logique organisationnelle et tout à fait faisable, bien pensée et s'approprier tout cela est vraiment, à mon avis, c'est enthousiasmant. C'est enthousiasmant parce que on a besoin de moderniser nos cabinets et de nous moderniser. Donc, c'est très enthousiasmant. Juste 2 mots. L'assurance maladie met à disposition une formation gratuite pour les infirmiers. Nous, on en met une également avec le FIF qui est beaucoup plus intéressante parce qu'on va au-delà des bilans. C'est-à-dire comment je peux également conceptualiser des consultations au sein du cabinet qui peuvent être consécutives au bilan de prévention. Et donc, double enjeu. Là, les bilans, l'adressage et notre parcours de consultation au sein du cabinet qu'on peut proposer à la population. Voilà.
Je crois que j'ai tout dit. Alors, juste, voilà, ça tombe bien parce qu'il y avait une remarque ou une question dans le chat de Stéphanie qui demande si une fois la consultation faite, comment faire si le patient souhaite un suivi. Donc, justement, c'est tout l'enjeu de la formation. Donc, on est arrivé un petit peu au terme de cet épisode. Le temps passe très vite. En tout cas, Nathalie et Louise, merci beaucoup. Le sujet est passionnant et on voit bien les perspectives qui sont possibles pour le métier d'infirmier. Et un immense merci à vous derrière votre écran pour votre présence et votre participation à travers vos nombreuses questions. Je rappelle que le replay de cet épisode vous sera envoyé par mail. Je rappelle également que vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire à nos formations. La consultation infirmière est finançable dans le cadre du FIFPL. Elle existe sous 2 formats, en classe virtuelle et en présentiel. Elle se déroule sur une durée totale de 9 jours répartie en 4 modules. Alors, il reste encore quelques places sur une session à Aubagne avec un démarrage le 14 mars, une session à Aix avec un démarrage le 11 avril et une classe virtuelle, donc là, tranquille de chez vous, qui démarre le 22 avril. Il y a bien sûr d'autres sessions et elles sont nombreuses, donc n'hésitez pas à consulter notre catalogue ou à consulter notre site ou bien encore à contacter notre standard pour de plus amples informations. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous inscrire, on est très impatients de vous accueillir. Alors, nous vous donnons rendez-vous le 28 mars prochain pour la suite de notre saga, avec un épisode dans la suite logique de celui-ci, puisqu'il sera consacré à la consultation infirmière et animé par notre expert, monsieur Pascal Vasseur. Donc, il me reste à vous souhaiter une bonne journée, un bon courage à celles et ceux qui reprennent leur tournée tout à l'heure, et jusqu'à notre prochain épisode, prenez soin de vous. Au revoir, merci. Merci, au revoir, bonne journée.